Quand j'étais enfant, j'ai grandi dans un petit village très soudé. Je détestais ça. Tout le monde te connaissait et le concept de secret n'existait pas. Si tu racontais quelque chose à quelqu'un, tu l'entendais de quelqu'un d'autre dans un délai maximum de 2 jours. J'avais un groupe de 4 ou 5 amis, au maximum, en qui j'avais vraiment confiance pour partager des choses. Bon sang, il y avait des choses que je ne pouvais même pas dire à ma petite sœur sans qu'elle ne les utilise contre moi, ou vice-versa, nous utilisions ça comme levier l'un contre l'autre. C'est ce qui rend cette situation encore plus folle. Nos classes à l'école étaient assez normales en termes de programme et de taille, à mon avis. Peut-être que nous étions entre 10 et 15 dans la classe. Personne en dehors de notre village n'était intéressé à fréquenter notre école. Et dès qu'ils en avaient l'occasion, les lycéens qui avaient une voiture choisissaient d'aller dans une école hors de notre district pour fuir, où les gens déménageaient avant cela. Je n'ai pas eu cette chance. Ma famille était loin d'être riche, donc nous sommes restés dans notre village jusqu'à ce que je sois assez grand pour partir. Quoi qu'il en soit, revenons aux classes. Évidemment, étant adolescent, les relations étaient inévitables. Il n'y avait pas beaucoup de monde à choisir et certains pouvaient avoir 1 an de plus ou de moins que toi. Je suis sorti avec plusieurs filles différentes, mais il y en a une avec qui je suis resté pendant environ 2 ans. Pour des raisons de confidentialité, je l'appellerai Mélissa. De l'extérieur, Mélissa était une fille amusante à côtoyer. Elle était grande, avait les cheveux noirs jusqu'aux épaules et des yeux marron foncé avec des taches de rousseur. Elle pouvait parler avec n'importe qui. Elle était définitivement extravertie et je n'ai jamais vu un mauvais côté chez elle. Je crois qu'elle faisait de son mieux pour être amie avec tout le monde. Pendant longtemps, elle faisait partie d'un groupe d'amis. Elle portait du maquillage et s'habillait de manière plus féminine, mais elle adorait aussi aller à la rivière avec moi et certains de nos amis pour attraper des choses, détruire des choses et, peut-être, profiter de quelques boissons. C'est pendant l'été que j'ai vraiment appris à mieux la connaître. Je sais que son père était un alcoolique et que sa mère travaillait beaucoup, donc elle ne les voyait pas souvent. Elle venait souvent chez nous pour dîner et parfois, elle dormait même dans notre salon. Une fois, elle a eu une dispute avec son père. Il l'a attrapée et a commencé à l'étrangler jusqu'à ce que sa mère le convainque enfin de la lâcher, mais sa mère lui a dit qu'il valait mieux qu'elle parte pendant un certain temps. Elle est arrivée en pleurant chez nous et je l'ai aidée à se calmer. Et je pense que cela a solidifié notre relation d'une manière étrange. J'étais furieux. Mes parents n'étaient pas parfaits, mais ils ne nous ont jamais fait de mal. Comment un père pouvait-il faire ça à son propre enfant? C'était pire quand la police est arrivée et n'a absolument rien fait. Ils sont venus chez eux, ont emmené son père, il a dit qu'il était désolé, et il a pu rentrer chez lui après avoir cuvé son alcool. Comme si ça changeait vraiment quelque chose. Elle vivait pratiquement avec nous parfois. Elle dormait sur le canapé et parfois elle s'endormait dans ma chambre et moi je dormais dans le salon. Nous agissions comme un couple normal pour la plupart, nous sortions ensemble avec des amis, nous marchions ensemble jusqu'à la classe, ce genre de choses. Mais au bout d'un moment, j'ai commencé à voir un côté différent d'elle. J'ai remarqué que certaines des choses les plus insignifiantes la mettaient en colère. Si un ami la taquinait pour quelque chose, comme lancer une balle de manière étrange et que je ne la défendais pas immédiatement, elle se fâchait. Au début, elle m'ignorait simplement pour le reste de la soirée, puis se plaignait en privé qu'elle était gênée. Mais ensuite, cela a commencé à devenir plus public. Elle me critiquait devant nos amis et même mes parents, puis partait en colère. C'était ma première relation sérieuse, donc je ne savais pas vraiment comment réagir. Je passais par les mêmes routines, je m'excusais, nous faisions la paix et tout redevenait normal. Cependant, cela semblait toujours empirer. Les disputes les plus sérieuses se produisaient quand nous étions seuls. Elle donnait des coups de pied dans les choses, frappait des objets, criait si elle le pouvait, et parfois, elle me frappait même. Habituellement, elle me donnait simplement des coups de poing dans la poitrine ou me giflait, mais c'était quand même inhabituel. Je pensais que cela devait sûrement avoir un rapport avec son père, vu comment il était. Peut-être qu'elle faisait ça parce qu'elle y était habituée. Alors, je faisais ce que je pouvais pour la calmer, mais au bout d'un moment, cela ne fonctionnait plus. Je devais m'enfermer dans ma chambre ou partir jusqu'à ce qu'elle se calme. Mais bien sûr, c'est là que les accusations commençaient. Elle commençait à hausser la voix et me poussait à l'école, et pour moi c'était déjà embarrassant, donc je m'éloignais. Pour une raison quelconque, quand je faisais cela, elle pensait que j'essayais de me cacher de ma prétendue autre petite amie. Elle a commencé à m'accuser de la tromper, et elle se présentait toujours à la porte de ma classe pour voir si je sortais avec une autre fille. Nous avions un projet de groupe dans une de mes classes,
Et j'ai été mise en équipe avec mon ami Joël et une fille que je ne connaissais pas très bien. Quand je suis sorti de la classe, elle m'a frappé au visage et a commencé à dire qu'elle m'avait enfin attrapé. Je me souviens que la fille me regardait horrifiée pendant qu'elle essayait de partir avant que Mélissa ne la voie. Les gens ont commencé à se rassembler, mais Mélissa la fixait du regard puis lui a sauté sur le dos, commençant à la frapper. J'ai réussi à l'éloigner de la fille et je lui ai dit que c'était terminé entre nous. Je me souviens de l'avoir traitée de psychopathe ou quelque chose d'aussi blessant, parce que j'ai vu son expression changer en tristesse et elle s'est enfuie en courant. Évidemment, j'ai été convoqué dans le bureau et j'ai dû expliquer ce qui s'était passé. Mélissa a fini par être expulsée. J'ai dit que c'était de ma faute, espérant que l'autre fille n'aurait pas de problème, et ensuite j'ai été suspendu pour un trimestre. J'ai terminé ma suspension, aussi inconfortable que cela ait été, et je suis retourné à l'école en étant le centre de toutes les discussions. Je n'ai pas beaucoup entendu parler de ce qui est arrivé à Mélissa, à part ce que savaient mes amis, ce qui n'était pas grand-chose jusqu'à ce que je revienne. J'ai entendu dire que ses parents avaient été contraints de la mettre en thérapie et, peut-être, dans un genre d'école pour adolescents à problème, mais je ne l'ai jamais revue. C'était il y a environ 18 ans. Juste après le lycée, j'ai quitté ce village. Je voulais partir dans un endroit beaucoup plus animé et rencontrer de nouvelles personnes. Ma sœur et moi avons même inspiré nos parents à quitter l'endroit il y a quelques années. Cependant, ils me surprennent toujours avec la quantité de nouvelles et de ragots qu'ils me racontent sur les gens qui y vivent. Et c'est là que ça devient fou. Vers l'époque de notre réunion des 10 ans du lycée, des gens ont commencé à me contacter pour qu'on se réunisse. J'ai pensé, pourquoi pas ? Et j'ai décidé de commencer à faire des plans pour visiter. Cependant, quelques semaines plus tard, j'ai reçu un appel frénétique de ma mère tard dans la nuit, me disant qu'il y avait eu un incendie dans notre ancien village. Elle m'a dit que c'était dans la maison de Mélissa, et ce qui était le plus effrayant, c'est que ses parents étaient morts dans l'incendie. Mon père était un bon ami de l'un des policiers là-bas, et il lui avait raconté que Mélissa vivait encore là de temps en temps, mais qu'elle travaillait la nuit où cela s'est produit. Ils ont dû aller la chercher. Après l'enquête, ils ont déterminé que son père s'était évanoui avec une cigarette. Il était complètement ivre, bien sûr, et sa mère avait pris des somnifères. C'était juste une mauvaise situation, et j'ai eu de la peine pour elle. J'ai presque voulu la contacter, peut-être au moins pour lui présenter mes condoléances, mais quelque chose m'a dit de ne pas le faire. Ma mère est allée aux funérailles et elle a dit que Mélissa n'était qu'une ombre. Elle est restée assise au premier rang à regarder droit devant elle jusqu'à la fin du service. Ensuite, elle a dit qu'on ne l'avait vue nulle part. Alors ma mère a laissé sa carte avec les autres articles et elle est partie. Après cela, je n'ai plus entendu parler de Mélissa ni de sa vie jusqu'à l'année dernière. Cette fois-ci, mon ami m'a envoyé un message texte avec un lien vers les nouvelles locales de notre ancien village. Cela a commencé comme un incendie suspect. La police a été appelée dans une vieille grange qui brûlait derrière l'un des bars. Apparemment, quelqu'un est sorti, a senti la fumée, vu les flammes à travers les arbres qui séparèrent la propriété et appelé les urgences. Après avoir éteint l'incendie, ils ont trouvé le corps d'un homme là-bas. Il avait été poignardé plusieurs fois, frappé avec une pelle, puis aspergé d'un type d'huile avant d'être brûlé. Ils n'ont pas pu identifier l'homme car il n'avait rien sur lui. Déjà, ça, c'était assez fou, non ? Eh bien, pas pour cet endroit. Les rumeurs ont commencé à circuler rapidement. Les gens ont commencé à parler, mais pas à la police. Cependant, cela n'a pas empêché les autorités d'apprendre ce qui se disait. C'est là que mon ami a commencé à combler les lacunes de l'histoire. Il vit encore là-bas. En fait, il a repris le magasin de camions de ses parents, donc il obtient beaucoup d'informations. Il s'avère que l'homme a été identifié comme le propriétaire du bar. Ils ont découvert cela parce que son portefeuille a été retrouvé dans la poubelle de son bar, mais l'argent liquide manquait. Par coïncidence, quelqu'un est apparu dans un autre bar en montrant de l'argent et en achetant des boissons pour tout le monde, disant que c'était en l'honneur de cet homme. Le truc, c'est qu'il n'avait pas encore annoncé publiquement l'identité de cet homme, alors la police a pris note de cela. Ils ont emmené la fille pour l'interroger, et quand elle a finalement avoué le meurtre, tu sais sûrement où ça va, c'était Mélissa. Apparemment, elle sortait avec le propriétaire, ou du moins, il y avait quelque chose entre eux. Cependant, il était marié. Les rumeurs disent que sa femme a découvert la liaison et que le propriétaire a essayé de rompre avec Mélissa, mais qu'elle n'a pas accepté. Maintenant qu'elle est en prison pour cela, les rumeurs reviennent, suggérant qu'elle aurait pu être impliquée dans la mort de ses parents. Donc, non seulement je suis sorti avec une fille instable au lycée, mais elle s'est révélée être une meurtrière.
Alors, je suppose que j'ai eu de la chance à l'époque, mais cela me fait réfléchir à ce qui aurait pu arriver si je l'avais contacté quand ses parents sont morts. Que se serait-il passé si nous n'avions pas déménagé? Est-ce que j'aurais pu être l'une de ces victimes? Je me demande aussi si tout cela est lié à son enfance et si cela aurait pu faire une différence. Une chose que j'ai dite à mon ami, cependant, c'est qu'il devra venir me voir à partir de maintenant, parce que je ne veux plus jamais remettre les pieds dans cet endroit. Ce n'est pas vraiment une histoire d'horreur de petit village, mais plutôt une histoire d'horreur en plein milieu de nulle part, ou une histoire d'horreur qui s'est déroulée juste à côté d'un petit village, mais je pense que cela compte quand même parce que cela s'est produit sur notre chemin en sortant de ce village. Il y a quelques années, vers l'été 2018, ma copine et moi avons eu un peu d'argent et avons décidé que nous voulions faire un road trip à travers le pays. Nous avions prévu de conduire de Pittsburgh à Las Vegas, passer quelques jours à Las Vegas et ensuite revenir. Le voyage aller-retour devait durer environ 32 heures au total si nous prenions directement l'I-70 et nous devions traverser la Pennsylvanie, l'Ohio, l'Indiana, l'Illinois, le Missouri, le Kansas, le Colorado et l'Utah avant d'arriver enfin au Nevada, notre destination finale. Nous avions prévu de faire cela sur plusieurs jours et voulions nous arrêter dans certains États pour prendre des photos et simplement profiter du Midwest. Je sais que beaucoup de gens disent que le Midwest est ennuyeux, mais si on y réfléchit bien, chaque État a ses coins ennuyeux. Je pense que tous ont leur propre charme. Nous avons donc tracé tout notre itinéraire, décidé de quelques endroits où nous arrêter et tout allait bien. La majeure partie du voyage consistait simplement à conduire en ligne droite, nous faisions un excellent temps et cet événement était vraiment le seul à se démarquer. À un moment donné, nous avons dû nous arrêter pour faire le plein. Et ma copine a dit qu'elle voulait aussi s'arrêter pour manger quelque chose. À ce moment-là, nous avions parcouru environ 2/3 du Kansas, et le prochain village était un petit village appelé Ellis. Ellis, au Kansas, se trouve un peu à l'ouest de Hays, qui est en réalité une ville de taille décente pour être littéralement au milieu de nulle part. Mais Ellis est pratiquement à l'opposé. Un petit village avec presque rien à faire ou à voir, mais encore une fois, il a son propre charme rustique. Nous nous sommes arrêtés à Ellis et avons fait le plein lorsque j'ai vu le menu d'un restaurant que j'ai décidé que nous devions essayer. C'était une combinaison de pizza et de cuisine mexicaine tenue par des locaux et je suis un fan de pizza de petits villages. J'ai pris le menu et je suis retourné là où ma copine finissait de remplir le réservoir et je lui ai dit qu'il fallait y aller. Elle a accepté, ça avait l'air intéressant, au pire. Nous avons donc quitté la station-service et trouvé le petit bâtiment de cette étrange combinaison de restaurants. Sans entrer dans les détails sur la nourriture, c'était vraiment bon. Si jamais vous êtes à Ellis, allez dans cet endroit. Vous le trouverez, c'est le seul endroit qui propose de la pizza et de la nourriture mexicaine. La visite s'est bien passée dans l'ensemble. Je profitais de mon déjeuner et je pensais que c'était aussi son cas, jusqu'à ce que je la regarde et que je vois qu'elle avait une expression étrange sur le visage, comme si elle était un peu inquiète. Je lui ai immédiatement demandé ce qui n'allait pas et elle a mentionné qu'il y avait un type à une table dans le coin opposé qui nous fixait du regard. Au début, je n'y ai pas trop pensé, mais ensuite j'ai regardé derrière moi et, effectivement, il nous fixait. Il n'a même pas fait l'effort de détourner le regard quand je l'ai regardé. Il a hoché la tête, confirmant en gros qu'il savait que je l'avais remarqué. J'ai rapidement regardé à nouveau ma copine et j'ai essayé de minimiser la situation. Peut-être qu'il savait que nous étions des touristes et qu'il n'aimait pas l'idée d'étrangers. Peut-être qu'il la trouvait jolie, peut-être qu'il me trouvait beau, ou peut-être que c'était simplement un homme très en colère par nature. Elle ne l'a vraiment pas cru, mais mon attention a été détournée lorsque la serveuse est venue à notre table pour demander comment nous allions. Je lui ai dit que tout allait bien, puis j'ai commencé à lui dire que nous venions de l'extérieur de la ville et que nous faisions un road trip à travers le pays. En mentionnant cela, j'ai essayé d'impliquer ma copine dans la conversation dans l'espoir qu'elle oublierait le type bizarre dans le coin. Ça a plus ou moins fonctionné. La serveuse semblait ravie de parler avec nous de notre voyage. Nous lui avons expliqué que nous venions de Pennsylvanie et que nous voulions conduire jusqu'à Las Vegas pour voir des endroits du pays que nous ne verrions pas autrement. La conversation entre nous trois était géniale. Elle a mentionné 1 ou 2 autres endroits que nous devrions visiter. Elle a commencé à parler de la fois où elle était allée à Las Vegas quand elle était plus jeune. C'était vraiment juste une conversation amicale. Lorsque nous avons fini de parler et qu'elle est allée faire ce qu'elle devait faire,
Ma copine a regardé derrière elle et m'a dit que le type était parti. Honnêtement, cela a été un soulagement. Je pensais que nous pouvions arrêter de nous inquiéter à propos de lui et qu'elle se calmerait pour terminer son déjeuner. Je pensais vraiment que ce serait la fin de la situation, que nous partirions, que nous retournerions sur l'autoroute et que nous continuerions à rouler quelques heures avant de nous enregistrer dans un hôtel quelque part. Malheureusement, le destin en a décidé autrement. Les choses ne se sont pas passées ainsi, du moins pas immédiatement. Après avoir déjeuné, nous sommes retournés à la voiture, nous avons repris l'I-70 et quitté le village. Nous avions parcouru à peine quelques kilomètres lorsque nous avons vu ce qui ressemblait à une fourgonnette arrêtée au milieu de la route, en travers. On aurait dit qu'ils étaient en train de faire un demi-tour sur la route et qu'ils s'étaient arrêtés, ou peut-être que leur voiture était en panne. Quoi qu'il en soit, j'ai ralenti en m'approchant et j'ai arrêté la voiture à une petite distance de la fourgonnette, au plus à quelques voitures de distance. Après quelques secondes passées assis là, j'ai remarqué qu'il y avait 2 hommes assis dans la fourgonnette, un sur le siège du conducteur et l'autre sur le siège passager, et ils semblaient discuter de quelque chose ou se disputer entre eux, c'était difficile à dire. Ensuite, après quelques instants de plus, ils se sont retournés, nous ont vus et sont sortis de la voiture. C'est à ce moment que ma copine a dit que le type qui venait de sortir du siège passager était le type de la pizzeria qui n'arrêtait pas de me regarder. J'ai pensé qu'elle se trompait peut-être et qu'elle était juste un peu paranoïaque parce que toute cette histoire l'avait effrayée. Mais ensuite, le type a contourné la fourgonnette. La même chemise à carreaux, casquette de baseball bleu et jeans déchirés que le type bizarre de tout à l'heure. C'est à ce moment que j'ai compris ce qu'était cette situation, ou plutôt, ce que c'était probablement. Ces types cherchaient à faire quelque chose d'agressif à notre égard. Évidemment, je ne connaissais pas les détails. Je ne savais pas s'ils allaient nous voler la voiture, nous kidnapper, etc. Mais cela n'allait pas être une bonne chose. Tout semblait incroyablement calme et silencieux pendant quelques secondes jusqu'à ce que je voie que le type de la pizzeria commençait à atteindre quelque chose. Je n'ai aucune idée de ce que c'était, mais dès que je l'ai vu bouger, j'ai dit à ma copine de se baisser et j'ai accéléré à fond. J'ai enfoncé la pédale aussi fort que j'ai pu, et même si je conduisais une Honda du début des années 2000, la voiture a rapidement gagné en vitesse. J'ai dirigé la voiture directement vers lui et vers le bas-côté, en gros en jouant à la roulette avec ce type. Soit il se poussait du chemin et nous laissait passer, soit il allait être ridiculement renversé par ma petite berline. Heureusement pour lui, il a sauté sur le côté et j'ai réussi à passer à côté d'eux par le bas-côté. Nous avons continué à vitesse maximale jusqu'à ce que je pense qu'il était sûr de ralentir. Honnêtement, c'était très étrange et je me rends compte maintenant à quel point c'était stupide de faire ce que j'ai fait. S'il avait eu une arme, il aurait pu me tirer dessus et me tuer pendant que je conduisais vers lui. S'il ne s'était pas déplacé, je l'aurais tué avec ma voiture et, eh bien, cela aurait été une toute autre situation. Alternativement, ils auraient pu nous suivre et je peux vous dire qu'Ellis est l'un des derniers petits villages à avoir une véritable présence jusqu'au Colorado. Il y avait 4 heures solides jusqu'à Denver, qui était la prochaine zone métropolitaine, et je suppose que ces types n'auraient pas été prêts à nous laisser les conduire pendant 4 heures sans essayer de nous sortir de la route. Aussi charmant qu'Ellis ait été, et aussi bonne que cette pizza ait été, je ne pense pas que nous reviendrons jamais. En fait, sur le chemin du retour, nous avons pris une autre autoroute juste pour éviter complètement cette partie du Kansas. En résumé, j'ai grandi dans un petit village local. C'est l'un de ces endroits par lesquels on ne fait que passer en route vers sa destination. Bon sang, aujourd'hui, la plupart des gens ne s'y arrêteraient même pas. Si ce n'est à cause du manque de Wi-Fi, mes parents vivent encore là-bas et utilisent un service local de mauvaise qualité qui atteint tout au plus 5 mégabits. Ou à cause du seul hôtel qui existe, qui n'a rien de spécial, et qui est souvent le repère de consommateurs de méthamphétamines et de fugitifs, ce doit être l'aspect pittoresque des bardages métalliques rouillés et des maisons de campagne abandonnées, avec la balançoire pour enfants vraiment effrayante dans le jardin qui éloigne vraiment les gens. Je suis né et j'ai grandi ici dans les années 90. J'étais un enfant, donc très naïf. Et ce n'est que plus tard que je me suis rendu compte de l'étrangeté et du caractère effrayant de notre village. En grandissant, tout semblait normal. Mes 2 parents m'ont élevé dans la maison que leur avait donnée mon grand-père paternel. J'allais à l'école publique locale. Je me suis fait des amis parmi les élèves de ma classe,
ainsi qu'avec certains plus jeunes et plus âgés, car j'étais enfant unique. Rien ne semblait vraiment bizarre à l'époque. Mes amis et moi avions l'habitude de faire du vélo jusqu'à la caserne des pompiers de temps en temps pour acheter des sodas à la machine. Mais je me souviens que mes parents me disaient toujours de suivre un itinéraire précis pour éviter un certain quartier. J'ai toujours pensé que les gens qui y vivaient étaient simplement méchants ou qu'ils n'aimaient pas les enfants. En grandissant, j'ai appris qu'en réalité cette rue était pleine de maisons délabrées et condamnées, habitées par des consommateurs de méthamphétamine et des squatteurs. Il se passait toujours quelque chose d'illégal et de dangereux, donc bien sûr, mes parents ne voulaient pas prendre de risques. C'était une raison suffisante pour moi, donc, comme en pilote automatique, cette rue n'existait pas pour moi et je l'évitais toujours. Même maintenant, quand je rends visite à mes parents, je n'ose pas marcher ou conduire par là. Certains peuvent voir cela comme une bonne ou une mauvaise chose, mais étant donné la taille de notre village, tout le monde connaissait tout le monde, et tout le monde connaissait tes affaires. Cela incluait une vieille dame que nous appelions la grand-mère du quartier. Je l'appelais Mamie Carole. Elle a toujours été une personne très douce et compréhensive. Elle faisait beaucoup de friandises pendant les fêtes et les apportait à l'église, et elle les distribuait aux enfants lorsque nous allions à l'arrêt de bus ou chez nous. Je me souviens qu'un Noël, elle m'avait même offert une écharpe tricotée à la main et avait dîné avec nous. Elle n'avait pas d'enfant et n'était jamais mariée. Elle disait qu'elle n'avait jamais trouvé un homme capable de la suivre, mais elle avait un chien. Je pense que c'était un Boston Terrier, ce petit chien qui a toujours l'air vieux avec une longue moustache. Il s'appelait Prince et elle le gâtait énormément. Il portait toujours des pulls différents en hiver qu'elle tricotait elle-même. J'étais tellement impressionné qu'un jour, je suis allé chez elle pour qu'elle m'apprenne à faire du crochet. Je garde encore les robes de poupée qu'elle m'a aidé à confectionner. Carole était également très généreuse avec notre village. Elle avait travaillé un temps comme cuisinière à la cantine scolaire, mais elle avait fini par prendre sa retraite. Elle était aussi très active dans la petite église du coin, comme je l'ai mentionné, en préparant des friandises et autres aliments pour les fêtes et les cérémonies. Elle préparait également ce qu'elle appelait un paquet de soins, qui comprenait des aliments non périssables comme des conserves, des repas en boîte, des jus, etc., ainsi que de petits articles de première nécessité comme des bouteilles de savon de voyage et des pansements. Elle incluait toujours une carte avec un verset biblique différent à chaque fois, et elle les emportait dans sa voiture jusqu'au quartier interdit pour les distribuer. Je me souviens que mon père disait qu'elle était folle de faire cela, car il pourrait facilement la maîtriser et la tuer, mais elle ne le voyait pas de cette manière. Elle leur apportait de la nourriture et de l'eau et les traitait comme tout le monde. Ils l'adoraient. Je me souviens qu'une fois, ma mère l'avait accompagnée, et elle m'a raconté qu'en la voyant arriver, l'un des hommes avait éteint sa cigarette, s'était épousseté la chemise et les mains pour pouvoir la serrer dans ses bras. Il l'a même aidé à distribuer les paniers cadeaux. Ma mère a dit qu'à un moment donné, elle s'était inquiétée parce que l'un d'eux avait dit quelque chose d'inapproprié, et l'homme qui aidait avait jeté un regard furieux et lui avait donné une tape sur la tête en lui disant de s'excuser auprès d'elle. Mais Carole n'a jamais eu peur d'être près d'eux. Elle était toujours bien avec eux et restait même pour essayer de jouer avec les enfants. Carole a vraiment fait une différence pour eux, ce qui rend toute cette situation encore plus étrange. À l'époque, j'étais au collège. L'année scolaire touchait à sa fin et l'année suivante, j'irais au lycée. Je prévoyais de me rendre chez Carole après l'école car elle avait accepté de m'aider à préparer des friandises pour notre fête de fin d'année, qui devait avoir lieu ce vendredi. Je suis rentré chez moi, j'ai pris certains des ingrédients que nous avions achetés pour éviter de gaspiller les siens, j'ai dit à ma mère que je partais et je suis allé chez elle. En arrivant, j'ai remarqué que la porte de son jardin était ouverte. Elle avait un magnifique jardin devant chez elle. Elle adorait les nains de jardin et en avait partout, dans différentes poses et tailles, et elle en était plutôt fière. Mais je savais aussi qu'elle gardait toujours la porte fermée, car elle laissait Prince courir librement pendant qu'elle travaillait dans son jardin. Cela m'a donc paru étrange, mais étant encore un enfant, la pensée ne m'a pas traversé l'esprit longtemps. Je me suis approché de la porte et j'ai frappé, et j'ai attendu en regardant autour de moi. Quand elle n'est pas venue à la porte, j'ai sonné. Peut-être étais-je impatient, mais je me souviens que j'avais l'impression d'attendre une éternité. Au bout d'un moment, j'ai essayé d'ouvrir la porte, mais elle était verrouillée. J'ai donc marché prudemment vers l'arrière, en veillant à ne pas écraser de fleurs, et j'ai remarqué que la porte arrière était entr'ouverte. Je savais qu'il n'était pas bien d'entrer chez quelqu'un sans permission, alors je l'ai appelé. Je l'ai appelé plusieurs fois, et j'ai même appelé Prince, car il accourait toujours à la porte.
Même en tant qu'enfant, tout cela m'a semblé très étrange, et j'ai commencé à avoir peur. J'ai donc laissé tous mes ingrédients sur son porche, et je suis rentré en courant chez moi pour le dire à ma mère. Elle a pensé qu'elle était peut-être juste dans la salle de bain, ou qu'elle s'était endormie et avait oublié de fermer la porte. Elle l'a donc appelée. Comme elle n'a pas répondu, ma mère et moi sommes retournés en voiture chez Carole. Elle m'a dit de rester sur le porche avant, et elle est allée voir derrière. Après plusieurs minutes, elle est revenue avec mes affaires et m'a dit qu'il fallait rentrer à la maison. Une fois à la maison, on ne m'a pas dit grand-chose, mais je me souviens qu'on m'a envoyé dans la cuisine pour faire les friandises. C'est à ce moment-là que la police est arrivée. Ma mère est sortie leur parler, puis ils sont repartis. Peu de temps après, j'ai découvert que Carole avait disparu. Ma mère a essayé de ne pas me faire peur, mais elle m'a au moins expliqué ce qui se passait. Elle m'a dit que lorsqu'elle était entrée, ni Carole ni Prince n'étaient nulle part, et qu'elle voulait s'assurer qu'elle allait bien, alors elle avait appelé la police. Non seulement notre maison, mais tout le village a été affecté par cela. Ce n'était plus pareil. Il y avait beaucoup de rumeurs, des commentaires blessants et des théories complètement folles. Cela fait maintenant plus de 20 ans, et Carole n'a toujours pas été retrouvée. En grandissant, mes parents m'ont expliqué davantage ce qui s'était passé, et de temps en temps, j'obtenais de petits fragments d'informations de la part des gens qui vivent encore là-bas. Ma mère m'a expliqué que, lorsqu'elle est entrée, la télévision était allumée, et sur la table de la cuisine, il y avait encore un bol de flocons d'avoine. Ses médicaments étaient également à côté de son petit déjeuner, mais elle ne les avait pas pris ce jour-là. C'était l'un de ses piluliers hebdomadaires. Maintenant, je te rappelle que tout cela s'est passé après ma sortie de l'école, vers 3 ou 4 heures, bien après l'heure à laquelle elle aurait normalement pris ses médicaments et déjeuné. Elle a aussi dit que la gamelle de Prince était vide ou renversée, ce qui n'était jamais le cas, et son sac à main était ouvert sur son lit. Ma mère a rapidement su que quelque chose n'allait pas, car Carole ne sortait jamais sans son sac à main, et quand elle était chez elle, il était toujours sur la table de la cuisine. Le fait qu'il soit dans sa chambre, ouvert, n'était pas normal. J'ai entendu dire par beaucoup de personnes que la police n'a pu trouver aucune preuve, ni effraction, ni sang, ni quoi que ce soit d'autre qui aurait pu être altéré, mais ils avaient définitivement l'impression qu'il y avait eu un acte criminel. Beaucoup de gens ont blâmé les toxicomanes, y compris mon père, ce qui est possible. Peut-être que quelqu'un était drogué et pensait qu'il pouvait lui voler de l'argent ou quelque chose du genre, mais je ne le sentais pas comme ça. Elle était la seule personne à ne pas les voir comme inférieurs. Elle essayait de les aider, et il semblait aussi la respecter beaucoup. Je sais que certaines personnes sont instables et imprévisibles, mais je pense qu'ils étaient aussi touchés que le reste d'entre nous. Mais cela n'a pas empêché qu'ils soient harcelés et interrogés. J'ai entendu dire que la seule chose qui nous a donné de l'espoir, mais qui nous a également détruit encore plus, s'est produite quelques années après sa disparition. Ma mère m'a raconté, quand je suis revenu du lycée, qu'un groupe de femmes s'était réuni pour jouer au bunko le soir, et qu'en repartant, l'une d'elles avait entendu des aboiements. Quand elle a finalement vu d'où ils provenaient, elle a remarqué qu'il s'agissait d'un petit chien gris qui semblait mal nourri et qui avait besoin d'un bain. Elle a ramené le chien chez elle, et lorsqu'elle a commencé à se rendre compte qu'il ressemblait à Prince, elle a été étonnée de confirmer cela en l'appelant par son nom et qu'il ait réagi. Voilà donc le chien de Carole, vivant, couvert de terre, de boue et affamé, mais définitivement vivant. Cela nous a donné de l'espoir pendant un moment que Carole pourrait être proche, voire en vie, mais ensuite les gens ont craint que, si Prince était seul, cela signifiait que quelque chose de grave lui était arrivé, car elle ne l'aurait jamais laissé seul. Cela reste un mystère dans notre petit village, mais j'ai dû partir après avoir obtenu mon diplôme. Non seulement j'avais besoin de déménager pour pouvoir faire carrière, mais c'était le seul sujet dont les gens parlaient. Elle me manque, car elle était comme une grand-mère pour moi, mais entendre parler de cela jour après jour a un effet sur toi. J'espère qu'un jour nous aurons une réponse, mais je ne veux pas entendre qu'on l'a retrouvée dans une condition autre que heureuse, en train de tricoter des couvertures et de faire des biscuits quelque part à l'écart. Le village où j'ai grandi est généralement considéré comme un village assez petit. Il est essentiellement composé de générations qui se succèdent, et même s'ils ont récemment ouvert un Sonic's Drive-In et un Dollar General, cela reste et restera toujours un très petit village dans le centre-nord du Colorado. La plupart des gens pensent à Denver quand on mentionne la région, mais en réalité, nous sommes à une bonne heure, voire 1 heure et demie de distance.
J'ai passé la majeure partie de ma vie dans ce qui était en gros le milieu de nulle part, mais contrairement au reste de ma classe de 30 personnes, je suis parti plus à l'ouest quand j'ai eu 20 ans. Je connais donc les deux facettes de la vie. Ce petit village dont personne n'a jamais entendu parler et les grandes villes sur la côte. Qu'est-ce qui est bizarre? La vie dans un petit village est, à mon avis, bien plus effrayante. Bien sûr, en vivant en Californie, tu peux te faire voler ou être harcelé par quelqu'un sous l'emprise d'une substance, mais au moins, tu t'y attends. Pour une raison quelconque, apprendre les horreurs de ta ville natale a tendance à te surprendre, ou du moins, c'est ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas, peut-être que tous les petits villages n'ont pas de secrets comme le mien, ou peut-être que si. Ma ville natale avait en réalité certaines choses que tout le monde connaissait, mais dont personne ne parlait. Certaines sont arrivées à l'époque de mes grands-parents, d'autres à celle de mes parents, mais elles faisaient partie des secrets les mieux gardés. Honnêtement, ce que j'ai appris, c'est qu'apparemment, j'avais une tante autrefois. Quand j'avais environ 15 ans, ma grand-mère s'est trompée accidentellement et m'a appelé Marie. Mon prénom n'est évidemment pas Mary, Maria, ni aucune variation de ce nom. Je lui ai demandé qui était Mary, et je me souviens que quand je l'ai fait, elle avait l'air sur le point de fondre en larmes. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas me le dire, mais que je devrais en parler à mon père. Honnêtement, je n'avais aucune idée de qui c'était, ni je ne m'attendais à ce que mon père m'a raconté. Apparemment, Maria, affectueusement appelée Mary par ma grand-mère, était ma tante, la sœur aînée de mon père. Cela m'a surpris, car je n'avais jamais su que j'avais une tante du côté paternel. J'avais toujours pensé que mon père était fils unique, surtout parce que je n'avais jamais vu de photo de cette femme, jamais entendu mentionner son nom, et évidemment, jamais parlé avec elle. J'étais curieux de savoir qui elle était, où elle se trouvait, et pourquoi elle n'avait pas été présente, et j'aurais préféré contrôler cette curiosité, car c'était assez horrible. On m'a informé que, lorsque mon père avait 12 ans et ma tante Maria 14, elle avait apparemment disparu. Une nuit, elle est sortie avec ses amis et n'est tout simplement jamais rentrée à la maison. Au début, ma grand-mère pensait que ce n'était pas très grave, qu'elle était simplement dehors en train de faire la folle, mais le lendemain matin, il était clair que quelque chose avait dû mal tourner. Elle m'a dit que ma tante était une élève brillante et qu'elle se serait probablement graduée en tant que major de sa promotion. Mais cette nuit-là, elle a simplement disparu. Cela, bien sûr, m'a semblé effrayant. Je ne m'attendais jamais à avoir une tante qui soit une personne disparue. Puis, mon père m'a dit qu'elle n'était pas une personne disparue, mais qu'elle avait été assassinée. Il a continué en m'expliquant que lorsqu'elle a disparu, tout le village a été placé en quelque sorte en confinement. Un couvre-feu a été instauré et tous les adultes étaient à la recherche de Maria. Ils ont parcouru chaque recoin de la ville et parlé à tout le monde pour voir si quelqu'un savait où elle se trouvait. Ils ont interrogé les amis avec qui ma tante était sortie et toutes ont raconté la même histoire. Elles étaient en train de déambuler quand un policier s'est approché avec les gyrophares allumés. Elles ont dit que l'officier a baissé la vitre et appelé Maria et qu'elle s'est précipitée vers la voiture pour lui parler. Apparemment, elle s'est ensuite retournée, leur a crié qu'elle devait partir et monter dans la voiture et c'était tout. Le plus gros problème, c'est qu'aucune de ses amies n'a vu son visage. Aucune d'elles n'a pu le décrire et il n'y avait aucun détail supplémentaire sur la voiture qui la rendait reconnaissable. Aucune n'a noté la plaque d'immatriculation. 1 an après sa disparition, presque tout le monde avait perdu espoir de la retrouver vivante lorsqu'une personne a découvert ce qui ressemblait à une tombe peu profonde dans un lit de ruisseau asséché. La police est venue et a déterré l'endroit, et comme tu peux probablement l'imaginer, ils ont trouvé le corps de ma tante. D'après la façon dont elle avait été enterrée, ils ont supposé qu'elle avait été agressée sexuellement, et la cause de la mort a été déterminée comme un étranglement. À ce moment-là, la seule chose qu'ils savaient, c'est que la dernière personne à l'avoir vue vivante était un officier de police, mais il n'y avait littéralement aucune information sur son identité. Ensuite, mon père m'a expliqué que peu de temps après la découverte de son corps, 2 policiers avaient démissionné. L'un d'eux avait une fille et était marié, et l'autre était tout le contraire, célibataire et sans enfant. Celui qui avait une famille a quitté la ville, et personne ne sait où il est allé. L'autre officier est devenu le professeur d'éducation physique au lycée d'où j'ai été diplômé, et il était aussi l'entraîneur de football américain. J'ai vu cet homme presque tous les jours pendant 4 ans, et chaque jour, après avoir appris cela, je devais penser qu'il avait peut-être agressé sexuellement et assassiné ma tante. Le pire, c'est que nous ne saurons jamais vraiment ce qui lui est arrivé, principalement à cause des dommages que son corps avait subis pendant cette année. Il n'y avait pas de preuves physiques, pas d'ADN qu'ils auraient pu trouver, pas d'empreintes,
Rien de tout cela, juste une petite fille morte et des soupçons silencieux. Apparemment, tout le village, faute de meilleurs mots, savait que ces deux-là étaient impliqués. Le timing était trop suspect et il semble que leur supérieur aurait pu être au courant de la situation, mais, comme je l'ai dit, il ne leur est jamais rien arrivé. L'un est parti et l'autre enseigne encore l'éducation physique au lycée. Honnêtement, c'était juste une autre raison de quitter cet endroit dès que j'en ai eu l'occasion. Quand j'étais au lycée, j'ai rejoint un nouveau groupe d'amis. C'était au début des années 2000. Le style gothique et emo était encore assez populaire à l'époque. Je décrirais mon groupe d'amis comme étant ce groupe gothique et emo typique. Un de mes amis, Marcos, et moi avons tout de suite accroché. Ma vie à la maison n'était pas la meilleure, et Marcos pouvait vraiment comprendre cela. Nous avions tous les deux des sœurs que nos parents adoraient et gâtaient. Nous nous sentions vraiment négligés et ignorés. Marcos était parfois un peu bizarre, affirmant être sataniste, mais personne ne le prenait au sérieux. Un autre de mes amis, Daniel, était aussi intéressé par les choses sataniques et s'est immédiatement rapproché de Marcos. Nous sommes vite devenus inséparables tous les trois. Nous nous retrouvions, fumions de la marijuana et conduisions, ennuyeux les gens. Et même une fois, nous sommes entrés dans le lycée après les cours et avons vandalisé des casiers. C'étaient des bêtises stupides d'adolescents délinquants. J'ai commencé à me sentir différent vis-à-vis de mes amis après une fête à laquelle nous avons assisté. C'était autour d'Halloween, pendant ma dernière année de lycée, en octobre 2009. Marcos avait invité Daniel et certains de nos amis à une fête un week-end où ses parents n'étaient pas à la maison. Nous vivions dans un petit village où il ne se passait vraiment rien, mais Marcos vivait dans une zone plus résidentielle et animée, dans un nouveau lotissement, tandis que le reste d'entre nous vivions dans des maisons mobiles et des ranchs. Marcos vivait dans une nouvelle maison à 2 étages. C'était drôle qu'un gars de cet environnement prétende être si émo. À la fête, il y avait ce qu'on trouve habituellement. Des collations, des boissons, un peu de marijuana, quelques pilules et de l'alcool. Marcos a ensuite promis une petite surprise pour plus tard. La fête s'est déroulée comme prévu. Musique forte et quelques disputes sous l'effet des drogues. Ce qui s'est passé après, je ne l'oublierai jamais. Il devait être environ 11 heures du soir quand Marcos et Daniel nous ont dit de tous nous retrouver au sous-sol. Le père de Marcos avait aménagé le sous-sol en salle de jeu et de détente, quelque chose tout droit sorti de la série That 70's Show. Nous nous sommes tous rassemblés dans la zone de détente et mes 2 meilleurs amis nous ont montré la surprise. Dans un placard, il y avait une femme. Elle était attachée et bâillonnée avec un t-shirt. Nous avons tous immédiatement reconnu cette femme comme étant Rocio, une sans-abri locale qui ramassait des canettes et était connue pour consommer de la drogue dans tout le village. Marcos, où ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Ai-je demandé, alors que les autres étaient assis, très confus. Juan nous a aidés à l'amener ici, répondit Marcos. Nous allons nous amuser ce soir. Daniel souriait en commençant à distribuer des fléchettes aux participants de la fête. Notre premier événement de la nuit, la cible humaine. Sérieusement, vous êtes malade ? demanda une fille dans la pièce, alors que nous étions tous sous le choc. C'était trop, même pour Marcos. Daniel lança une fléchette. Elle se planta dans le bras de Rocio et elle poussa un cri étouffé à travers le t-shirt. « Comment diable l'avez-vous amené ici ?» demandai-je. Marcos expliqua que lui et Daniel l'avaient invité, elle et Juan, à fumer et boire avec eux. Juan était aussi un sans-abri local. Juan avait l'esprit d'un enfant de 12 ans et Rocio était une toxicomane. Cela ne m'étonne pas qu'ils aient accepté l'offre. Juan avait apparemment aidé à attacher Rocio et à la mettre dans le placard. Elle était là depuis un jour, et personne ne le savait. « Qui est le suivant ?» demanda Marcos. « Après moi, bien sûr. » Marcos lança une fléchette et frappa Rocio juste en dessous de la poitrine. Elle cria à nouveau de douleur. C'était écœurant, mais d'autres ont réellement participé à ce jeu tordu. Quand ce fut fini, Rocio avait 10 fléchettes plantées dans son corps. Je refusais de participer. Le frère aîné de Marcos bloquait la seule sortie. Il avait filmé toute la soirée avec son caméscope et menaça de montrer la vidéo à nos parents ou à la police si nous essayions de partir. Nous étions donc en train de nous faire chanter. « Êtes-vous prêts pour le prochain jeu ?» demanda Daniel. Lui et Marcos traînèrent Rocio au sol, puis la placèrent au centre d'un cercle de craie mal dessiné que Marcos avait tracé. Ensuite,
Ils lui injectèrent ce que Marcos prétendait être de l'héroïne, mais personne ne le savait vraiment. Ce soir, nous sacrifions une intouchable au roi, notre seigneur Satan, déclara Marcos. Daniel, les instruments, s'il te plaît, demanda Marcos. Daniel tenait un sac noir à la main. Quand il l'ouvrit, nous vîmes une variété de couteaux, des couteaux de cuisine, des couteaux à beurre, etc. C'était malsain et tordu. Marcos avait déjà fait des choses douteuses auparavant, mais c'était trop. Un sacrifice de sang pour plaire au roi. Marcos prit un couteau de cuisine et fit une petite coupure à Rocio. Elle cria de douleur. Quelques-unes des filles dans la pièce avaient les larmes aux yeux et j'avais l'estomac noué. J'étais un peu défoncé, mais même moi, je savais que c'était de la folie. Ce qui s'est passé ensuite m'a littéralement fait vomir. Marcos lécha le sang du couteau, le sang d'une sans-abri toxicomane qui avait traîné je ne sais où. Ensuite, Marcos et Daniel s'embrassèrent, partageant leur offrande. Je savais que Marcos était bisexuel, mais ce comportement de la part de Daniel était complètement inattendu. Je regrettais vraiment d'avoir présenté les deux. Daniel avait été bizarre, mais c'était déjà trop. D'autres invités à la fête prirent réellement leur tour pour couper Rocio et lécher son sang. Il y avait des garçons plus âgés et une fille. Je n'avais aucune idée de qui ils étaient. Nous autres, 2 garçons et 3 filles, avons refusé de participer à cela. Soudain, quelqu'un me murmura à l'oreille « Je vais appeler la police. Au diable cette vidéo. » C'était une fille que je connaissais du lycée. Elle était l'une des rares d'entre nous à avoir un téléphone portable, et elle l'avait caché dans son sac. « Couvre-moi s'il te plaît, » dit-elle. Rocio continuait de pleurer de terreur tandis que les satanistes faisaient ce qu'ils faisaient de l'autre côté de la pièce. Je restais assis là, espérant qu'ils n'essayèrent pas de la tuer. « S'il vous plaît, ne laissez pas cette femme se faire tuer devant moi, » me disais-je à moi-même. La fille appela le 911 et réussit à joindre la police. Elle leur expliqua doucement où nous étions et ce qui se passait. Puis, je vis un énorme couteau se lever au-dessus de Rocio. Ils ne vont pas tuer cette femme devant moi. Je me levai alors et criai « Ça suffit, sérieusement, c'est trop !» Ils me regardèrent, surpris, mais comme s'ils étaient en transe, ils retournèrent leur attention vers Rocio. Marcos répondit alors « Le sang doit être offert au roi », dit-il d'un ton extrêmement effrayant et ridicule. Je courus vers lui et le plaquai au sol. Daniel tenta de m'arrêter, mais je réussis à le repousser. Soudain, la fille cria que la police était en route et tout devint chaotique. Les soi-disant satanistes se précipitèrent vers la porte. Le frère de Marcos se déplaça et les laissa sortir. Daniel courut pour s'enfuir, laissant Marcos seul au sous-sol avec moi et Rocio. Je devais rester pour la protéger et m'assurer qu'il n'essaie rien. Marcos était complètement dérangé à ce stade. La police arriva quelques minutes plus tard. La fille et moi restâmes pour tout leur raconter. Rocio fut emmenée en ambulance. Elle survécut, mais après cela, on ne la revit plus jamais traîner dans le village. Je n'ai aucune idée de ce qui lui est arrivé. Marcos et Daniel furent arrêtés et envoyés dans un centre de détention pour mineurs. Ensuite, je terminai mes études et je coupais tout contact avec eux. Je déménageais même, par pure peur qu'ils essaient de me retrouver. Qui sait ce que des gens comme ça pourraient tenter? L'idiot de frère de Marcos garda la cassette dans son caméscope et la police put l'utiliser pour retrouver les autres qui avaient participé au rituel tordu, y compris certains gars du lycée. Mon seul conseil est d'être vraiment prudent avec les gens avec qui tu décides de fréquenter. On ne sait jamais à quel point ceux qui prétendent être tes amis peuvent être fous. Cette histoire est très sombre. Cela s'est passé à l'automne avant la pandémie. J'ai 27 ans et mon frère cadet, qui a 23 ans, a été la victime de cette histoire. Chaque année, il y a un petit village à 1h30 de chez nous qui organise un festival d'automne très populaire, auquel des gens de tout l'État viennent participer. Je ne vais pas dire le nom du village pour des raisons de confidentialité. Une autre chose importante à noter à propos de ce village en particulier est qu'il s'agit d'une zone complètement sans réseau mobile, ce qui sera important pour la suite. C'était un dimanche chaud, et mon frère cadet, mon frère aîné, qui a 30 ans, et moi avons décidé d'aller au festival. Je me souviens que nous étions particulièrement excités par l'exposition de voitures anciennes qu'ils allaient organiser, car mes frères et moi sommes vraiment passionnés par les voitures. Nous avons fait le trajet d'1h30 pour y arriver.
Maintenant, en raison de la petite taille de ce village et de sa disposition, nous avons dû nous garer au centre du parking du parc public, qui se trouvait de l'autre côté de la rivière par rapport au village, ce qui signifiait que nous avions une marche de 15 minutes et que nous devions traverser un pont pour rejoindre le village. Cela ne nous dérangeait pas, car le temps était parfait. Nous avons garé la voiture et commencé à nous diriger vers le premier des 2 ponts que nous devions traverser. Juste avant d'arriver au premier pont, une très jolie femme asiatique, probablement âgée d'une 20aine ou 30aine d'années, s'est approchée de nous en demandant comment se rendre au festival. Nous lui avons expliqué comment y aller, mais elle semblait toujours ne pas comprendre. Alors, étant les gars sympas que nous sommes, nous avons décidé de la laisser nous suivre jusqu'au festival, ce que je sais maintenant avoir été une grande erreur. Nous avons donc commencé à marcher vers le festival, et cette femme semblait très agréable, et mon frère cadet, en particulier, s'attachait vraiment à elle. Nous sommes arrivés dans le petit village où se tenait le festival, et mon frère aîné et moi voulions aller voir l'exposition de voitures anciennes, car c'était la principale raison pour laquelle nous étions venus. La femme a dit qu'elle cherchait un endroit particulier dans le village où un événement du festival avait lieu, mais elle ne savait pas comment le trouver. Comme nous étions déjà venus ici, nous savions exactement où c'était, et mon frère cadet a dit qu'il l'accompagnerait là-bas et nous retrouverait ensuite à l'exposition de voitures. Nous étions d'accord. Mais ce que nous ne savions pas, c'est que ce serait la dernière fois que nous verrions mon frère cadet pendant près de 2 ans. Quoi qu'il en soit, mon frère aîné et moi nous sommes dirigés vers l'exposition de voitures et avons commencé à admirer tous les véhicules. Bien sûr, nous avons complètement oublié notre frère cadet, car nous étions très distraits à admirer toutes les voitures et à discuter avec les propriétaires. Avant que nous ne nous en rendions compte, il était presque midi et nous avons réalisé que notre frère cadet ne nous avait toujours pas rejoints. Nous avons essayé de l'appeler, mais nous nous sommes rapidement rendus compte qu'il n'y avait pas de réseau mobile dans le village. Nous n'étions pas encore trop inquiets, alors nous avons décidé d'aller déjeuner dans l'un des restaurants du village. Après nous être installés et avoir passé notre commande, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai remarqué une cabine téléphonique de l'autre côté de la rue. J'ai donc décidé d'aller tenter ma chance pour voir si je pouvais passer un appel. J'ai traversé la rue pendant que nous attendions toujours notre nourriture et j'ai essayé la cabine, mais l'appel n'est pas passé, donc mon frère cadet devait probablement aussi ne pas avoir de réseau dans ce village. J'ai raccroché le téléphone et je suis retourné au restaurant où nous avons reçu notre nourriture et avons commencé à manger. Après le déjeuner, nous avons décidé de nous promener dans le village et de jeter un coup d'œil à quelques stands, tout en gardant les yeux ouverts au cas où nous apercevrions notre frère cadet, bien que, avec la foule qu'il y avait, cela s'avérait vraiment difficile. À 16h, nous étions déjà assez inquiets et ne savions pas quoi faire. Alors nous avons marché jusqu'à l'un des policiers locaux qui surveillaient le festival et lui avons expliqué la situation. Il a utilisé la radio pour informer les autres officiers de garder un œil sur notre frère cadet, mais, encore une fois, avec la foule qu'il y avait, ce serait très difficile. À 18h, nous avons arpenté tout le village en essayant de le retrouver, mais nous n'avons vu aucune trace de lui. À ce moment-là, nous ne profitions plus du festival, nous voulions juste retrouver notre frère cadet et rentrer à la maison. À 20h, il faisait déjà sombre et nous avons décidé de retourner à notre voiture pour l'attendre là, en espérant qu'il apparaisse. Quand nous sommes arrivés à notre voiture, j'ai de nouveau vérifié mon téléphone, mais je n'avais toujours pas de signal, donc je n'ai pas pu appeler qui que ce soit. Comme c'était moi qui avais conduit jusqu'ici, je ne voulais pas partir et laisser mon frère cadet bloqué, alors nous sommes restés dans la voiture un moment. Aux environs de 21h, il faisait complètement noir et il n'y avait toujours aucune trace de lui. Nous étions la seule voiture restante dans le parking à ce moment-là et un garde forestier s'est garé à côté de nous pour nous dire que le parc était fermé et que nous devions partir. Nous lui avons expliqué la situation et il a dit qu'il contacterait également la police locale. Nous lui avons donné nos numéros de téléphone et il a dit qu'il resterait dans le parking un moment pour voir si quelqu'un correspondant à la description de mon frère apparaissait. Bien sûr, nous ne voulions pas conduire 1 heure pour rentrer à la maison à ce moment-là, alors le garde forestier a suggéré que nous restions dans un hôtel à proximité pour ne pas être trop loin. Nous étions d'accord et avons conduit jusqu'à un hôtel proche où, heureusement, ils avaient 2 chambres disponibles et nous avons pu en obtenir une. Quand nous sommes arrivés dans la chambre, j'ai appelé le garde forestier pour lui faire savoir dans quelle chambre nous étions, au cas où il aurait besoin de nous contacter, et je lui ai donné le numéro du téléphone de chevet de notre chambre. Je me suis douché, puis je me suis assis sur le lit et je me suis connecté au Wi-Fi de l'hôtel pour vérifier si mon frère m'avait laissé un message, mais il n'y avait rien. J'ai essayé de l'appeler à nouveau,
mais cela a directement basculé sur la messagerie vocale. Je lui ai laissé un message lui disant où nous étions et lui ai même envoyé un texto. J'ai laissé mon téléphone allumé et nous avons essayé de dormir, mais comme tu peux l'imaginer, nous n'avons pas bien dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, la première chose que j'ai faite a été de vérifier mon téléphone et mon frère aîné a fait de même. À ma grande surprise, il n'y avait aucun message de mon frère cadet, ni message vocal, ni SMS, rien. Comme tu peux l'imaginer, nous étions très inquiets à ce moment-là. Je veux dire, il avait toujours l'habitude de rester en contact avec nous. Ce matin-là, après le petit déjeuner, nous sommes allés immédiatement au poste de police local et avons déposé un rapport de personnes disparues et ils ont émis une alerte. Ce jour-là, c'était un lundi et le festival était terminé. Le village s'était déjà vidé et les routes étaient de nouveau ouvertes. Alors nous avons décidé de conduire dans le village pour voir si nous pouvions le retrouver quelque part. Maintenant, le village n'était pas très grand. Seulement environ 8 pâtés de maisons avec 5 rues parallèles. Nous n'avons rien trouvé. Nous avons même cherché dans les environs du village, mais nous n'avons rien trouvé. Au cours de la semaine suivante, nous avons séjourné dans cet hôtel tout en cherchant. Mes amis et moi avons essayé tous les moyens possibles pour le contacter. Messages, emails, appels vidéo, tout, mais nous n'avons reçu aucune réponse. Tous mes messages sur Messenger sont restés non reçus, mais pas non lus, donc je savais que son téléphone devait être allumé quelque part. J'ai même posté sur Facebook toute cette histoire et demandé à tous ceux que je connaissais d'être vigilants. Environ une semaine plus tard, mon frère aîné et moi sommes rentrés chez nous à contre-cœur, car nous ne pouvions plus nous permettre de prendre du temps libre au travail. Au cours des mois suivants, nous avons même mis des affiches dans tout le village en espérant que quelqu'un le retrouve, mais nous n'avons jamais eu de piste. Ensuite, la pandémie est arrivée, et le département de police du village a dû suspendre complètement les recherches, car ils avaient des choses plus importantes à gérer, et leur budget a également été réduit. Oui, merci pour ça, monsieur le président. 1 an est passé, puis 2, et nous n'avons rien entendu. À ce stade, nous avions complètement perdu espoir, jusqu'à ce qu'un jour, nous recevions un appel littéralement une semaine avant Noël. C'était le poste de police de ce village, et ce qu'ils m'ont dit m'a complètement horrifié. Il semblerait qu'ils aient fait une descente antidrogue dans une caravane d'un parc résidentiel à la périphérie du village après avoir reçu une information de la part de certains voisins qui avaient vu une transaction de drogue. La descente devait avoir lieu 1 an plus tôt, mais en raison de problèmes budgétaires, ils n'ont pas pu la réaliser avant maintenant. Lorsqu'ils ont perquisitionné la caravane, l'une des choses qu'ils ont trouvées était mon frère cadet attaché dans l'une des chambres, gravement déshydraté, mal nourri et grièvement blessé. Lorsqu'ils l'ont emmené à l'hôpital et l'ont interrogé, il a dit que la même femme asiatique du festival l'avait conduit dans une ruelle où 3 hommes l'avaient attaqué, puis il l'avait jeté à l'arrière d'un vieux camion de crème glacée avant de l'emmener à la caravane. Il l'avait violée à plusieurs reprises, utilisée comme esclave pour faire des choses vraiment horribles, et il l'avait même droguée à plusieurs reprises. Mon frère a passé 3 mois à l'hôpital à se rétablir, et il est toujours en thérapie à ce jour. Le département de police a déclaré qu'il faisait probablement partie d'un vaste réseau de trafic humain utilisant la femme asiatique pour attirer les victimes. Apparemment, ces types avaient vécu dans cette caravane pendant presque 15 ans et personne n'avait la moindre idée de ce qu'ils faisaient. Tu te demandes probablement comment ils sont passés inaperçus. Eh bien, si tu vis dans une zone moins désirable comme ce parc de maisons mobiles, il y a une règle non écrite, ne dénonce pas tes voisins, car cela ne fait que te mettre en danger. Heureusement, une nouvelle famille avait emménagé juste à côté de ces gars-là et n'avait pas reçu le mémo. Les 3 hommes ont été arrêtés et condamnés à perpétuité pour de multiples accusations. La femme asiatique n'a jamais été capturée car elle n'était pas là au moment de la descente. L'un des types est mort en prison 1 mois après avoir été arrêté en raison de ses années de consommation de drogue et honnêtement, je ne ressens aucune pitié pour lui qu'il pourrisse en enfer. La caravane dans laquelle ils ont retrouvé mon frère a été démolie 1 semaine après l'arrestation des types et elle était dans un état absolument horrible. Nous ne sommes jamais retournés dans ce village depuis et nous n'y retournerons probablement jamais. Fais toujours attention à qui tu fais confiance, car même les personnes qui semblent les plus gentilles peuvent avoir de mauvaises intentions. Dans ce cas, des personnes vraiment mauvaises ont utilisé une jolie femme asiatique pour attirer des victimes. Le pire, c'est de se demander combien de victimes précédentes ils avaient déjà utilisées et combien de fois ils s'en étaient sortis.
Je m'appelle Armando. Je suis un homme de 22 ans qui vit dans un petit village relativement sûr. Cette histoire s'est passée quand j'avais environ 9 ans, lorsque mes parents vivaient dans un condominium. Je jouais dehors avec quelques-uns de mes amis du quartier presque tous les jours, à faire du vélo, à jouer à cache-cache, tu vois le genre. Je regardais aussi beaucoup de choses effrayantes, comme des films ou des vidéos, donc j'étais toujours paranoïaque quand j'étais seul dans une pièce ou dans le noir. La disposition du condominium était en forme de triangle, avec quelques rangées de maisons qui donnaient sur un long parking. Normalement, il y avait seulement entre 10 et 15 voitures dans le parking à la fois, mais il n'était pas rare de n'en voir que 2 ou 3. Le camion poubelle venait chaque mercredi matin aux alentours de 8 heures. À ce moment-là, il était environ 9 heures du soir, et il n'y avait que ma sœur de 16 ans et moi à la maison, car ma mère était sortie dîner. Je n'avais pas la meilleure relation avec ma sœur, car nous nous disputions et nous chamaillions tout le temps. Je m'asseyais sur le canapé pour regarder la télévision tous les soirs, car c'était une routine pour moi. Mais pendant que je regardais la télévision, j'ai vu du coin de l'œil une silhouette devant ma fenêtre. Les fenêtres de mon condominium étaient grandes, rectangulaires et donnaient sur le parking, donc on pouvait voir tout ce qui se passait dehors, mais quiconque se trouvait dehors pouvait aussi voir l'intérieur de la maison. Soudain, j'ai vu cette silhouette. J'ai tourné la tête pour regarder la fenêtre, et là, j'étais terrifié. Je me demandais alors quoi faire dans cette situation. Je suis resté environ 2 minutes à regarder par la fenêtre depuis le canapé, attendant quelque chose. Finalement, je me suis concentré à nouveau sur la télévision après ce qui m'a semblé être des heures à regarder. Mais ensuite, j'ai revu la silhouette, sauf que cette fois, j'ai vu qu'il s'agissait d'un homme plus âgé, peut-être dans la cinquantaine, qui me regardait en passant lentement devant ma fenêtre. J'étais terrifié. Je suis allé dans la chambre de ma sœur pour lui dire ce que je venais de voir, mais comme prévu, elle ne m'a pas cru et m'a simplement dit de partir. Environ 10 minutes après avoir vu l'homme à la fenêtre, j'ai entendu le bruit aigu du téléphone fixe sonner. Quand j'ai répondu, c'était ma mère. Elle me disait de sortir les poubelles pour ne pas avoir à le faire le lendemain matin. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai décidé de ne pas dire à ma mère ce qui s'était passé, car je ne pensais pas que c'était important, puisque ma sœur m'avait dit d'arrêter de faire le bébé. Alors, je l'ai fait. Toutes les poubelles et le recyclage de tous les voisins du condominium s'accumulaient en tas au bout du parking. À ce moment-là, c'était presque l'hiver, donc il faisait déjà complètement noir. Étant un enfant paranoïaque de 9 ans, j'étais toujours très réticent à sortir seul la nuit, mais je savais que je devais le faire à un moment donné. Alors je suis sorti, et la seule lumière qu'il y avait était un réverbère dans le parking, qui n'éclairait presque rien. Je marchais sur le trottoir, aussi effrayé que d'habitude quand je sortais les poubelles. Cette nuit-là, il y avait beaucoup de voitures dans le parking, et cela m'effrayait toujours, car je pensais que quelqu'un allait surgir et me tuer, une peur typique de l'enfance. Mais alors que je déposais les poubelles et que je revenais, mon cauchemar est devenu réalité. J'ai vu une tête se pencher entre 2 voitures qui étaient à moins de 5 mètres de moi. Tout ce que je pouvais voir, c'était le front et les yeux, mais je pouvais quand même distinguer la personne. Je me suis rendu compte que c'était le même homme que j'avais vu plus tôt. Je suis resté là à le regarder, paralysé par la peur, me demandant quoi faire. Puis, c'est là que j'ai entendu la personne me parler d'une voix basse mais insistante. « Hé, viens ici, je veux te parler. » J'ai commencé à trembler et j'étais toujours paralysé, pendant que l'homme continuait à me murmurer. Puis, sa tête a lentement disparu de ma vue derrière la voiture. J'ai décidé de courir aussi vite que je pouvais, en passant à côté de la voiture. C'est à ce moment-là que j'ai vécu le moment le plus terrifiant de ma vie. En courant, j'ai vu l'homme et 2 femmes plus âgées accroupies derrière la voiture, en train de me sourire. Les femmes étaient complètement nues, tandis que l'homme portait une sorte de costume de lapin. J'ai entendu des bruits de pas derrière moi, ainsi que des cris, mais j'étais beaucoup plus rapide qu'eux, et j'ai réussi à atteindre ma maison. J'ai verrouillé la porte. J'étais en larmes, criant pour que ma sœur m'aide. J'ai appelé la police et j'ai dit à l'opératrice qu'il y avait des personnes âgées qui me poursuivaient. Elle m'a dit de fermer toutes les portes et de rester en ligne jusqu'à l'arrivée de la police. Ils sont arrivés relativement vite, mais bien sûr, les vieux effrayants étaient déjà partis. Ils ont appelé ma mère et elle est rentrée immédiatement. La police m'a posé quelques questions avant de partir faire un tour du quartier, mais ils ne les ont jamais retrouvés. Cela s'est passé il y a plus de 10 ans et je ne les ai jamais revus depuis.
Le village de mon grand-père a toujours été un endroit tranquille et silencieux. C'est le genre de lieu qui semble figé dans le temps, où les vieilles briques des maisons sont les mêmes que celles posées il y a des décennies, et où les rues pavées racontent des histoires que personne n'ose se rappeler. Il s'agit d'un petit village au centre du Mexique, un endroit qui, sans les visites que nous faisions de temps en temps, serait tombé dans l'oubli pour notre famille. Depuis aussi loin que je me souvienne, les visites au village de mon grand-père avaient toujours une atmosphère différente. Mon grand-père était un homme réservé, mais charismatique. Il accueillait toujours les rares personnes qui venaient le voir avec un sourire, mais il ne partageait jamais beaucoup sur sa vie. Nous savions qu'il avait été militaire dans sa jeunesse, mais les détails de sa carrière étaient toujours restés un mystère. Parfois, quand j'étais enfant, je restais assis avec lui sur la vieille chaise à bascule en bois qu'il avait sur le porche, et je lui posais des questions sur ses jours dans l'armée. Mais il me répondait toujours par des esquives, ou changeait simplement de sujet. Le village lui-même, comme je l'ai mentionné, était tranquille. Les magasins fermaient tôt, et les nuits étaient si silencieuses que le moindre son, aussi petit soit-il, semblait résonner dans l'air. Je me réveillais souvent à l'aube avec le bruit lointain des chiens qui aboyaient ou le craquement des feuilles des arbres qui se balançaient sous la brise. Cela ne me dérangeait jamais. En fait, l'idée d'être dans un endroit aussi paisible me réconfortait. Mais, comme je l'apprendrai plus tard, ce calme n'était qu'une façade, un masque qui cachait quelque chose de beaucoup plus sombre. Il y a quelques années, mon grand-père est décédé. Il avait plus de 90 ans quand il est mort, et sa disparition n'a pas été une surprise, mais elle a laissé un vide dans notre famille. Après sa mort, mes parents ont décidé qu'il valait mieux vendre la vieille maison du village, car aucun de nous n'avait l'intention d'y vivre. Je me suis proposé d'y aller pour récupérer les quelques biens qui restaient et superviser le processus de vente. C'était une excuse parfaite pour dire adieu à cet endroit qui, malgré tout, avait toujours été un refuge pendant mon enfance. Je suis arrivé au village un après-midi ensoleillé. Tout semblait exactement comme dans mes souvenirs. L'air sec, la poussière soulevée par le vent, et les quelques habitants qui me reconnaissaient me saluaient d'un léger signe de tête. La maison de mon grand-père tenait encore debout, même si les années et l'abandon l'avaient quelque peu détériorée. En entrant, une sensation étrange m'a envahi. L'odeur familière de bois ancien et de terre m'a immédiatement transporté dans mon enfance, mais cette fois-ci, il y avait quelque chose de différent, quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant. J'ai passé les premiers jours à nettoyer, à emballer et à organiser tout ce que mon grand-père avait laissé. Il n'y avait pas grand-chose, mais chaque objet avait son histoire. C'est pendant ces jours-là qu'une voisine, une femme qui avait vécu toute sa vie dans le village, s'est approchée de la maison. Je n'avais jamais beaucoup parlé avec elle, mais sa présence m'avait toujours semblé familière. Elle m'a salué avec un sourire triste et nous avons commencé à parler de mon grand-père, de combien il était apprécié dans le village. « Il a toujours été un homme respecté », a-t-elle dit, en regardant la maison avec nostalgie. Mais je ne sais pas si tout le monde le connaissait aussi bien qu'il le croyait. Son commentaire m'a laissé perplexe. Je savais que mon grand-père avait eu une vie avant de devenir l'homme tranquille et réservé que je connaissais, mais je n'avais jamais pensé qu'il y avait plus que ce que nous savions. La voisine a semblé remarquer mon malaise et, après un long silence, elle a soupiré et baissé les yeux. « Il y a des choses du passé qu'il vaut mieux ne pas remuer, mais je pense que tu as le droit de savoir, a-t-elle dit, avec un ton grave qui contrastait avec son expression bienveillante. Elle m'a invité chez elle, et bien qu'au début j'hésitais, quelque chose dans sa manière de parler m'a poussé à la suivre. Quand nous sommes arrivés dans son salon, elle s'est assise sur une vieille chaise en osier et m'a offert un verre d'eau. « Ton grand-père, a-t-elle commencé, avec une pause qui semblait durer une éternité, n'était pas seulement un militaire retraité. Il était autre chose. Quelque chose que peu de gens dans le village veulent se rappeler. Elle m'a raconté que, il y a des années, le village avait été le centre d'une opération clandestine, un réseau qui utilisait les maisons les plus éloignées pour quelque chose que je n'aurais jamais imaginé, des accouchements clandestins. Des femmes venaient de lieux lointains, désespérées, parfois trompées, et accouchaient en secret. Mais le pire n'était pas que ces naissances se faisaient dans des conditions déplorables et en dehors de la loi. Ce qui était vraiment troublant, c'était ce qui se passait après. Les bébés étaient vendus à des familles riches des villes voisines. La voisine m'a regardé droit dans les yeux pendant qu'elle racontait tout cela, et je sentais un nœud se former dans ma gorge. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais.
Comment un endroit si paisible avait-il pu abriter quelque chose d'aussi macabre? Ton grand-père, a-t-elle continué, ne faisait pas que savoir tout ça. Il était l'un de ceux qui dirigèrent le réseau. Il n'était pas qu'un simple spectateur. Il était l'homme de confiance de ceux qui gérèrent cette affaire. Mes mains ont commencé à transpirer. Tout ce que je croyais savoir sur mon grand-père, sur sa vie, s'écroulait devant moi. La voisine m'a expliqué que pendant des années, les bébés nés dans ces maisons étaient remis à des familles qui payaient des sommes énormes pour eux. C'était un commerce lucratif et personne dans le village ne disait rien. Ceux qui savaient gardèrent le silence par peur ou parce que, d'une certaine manière, ils en tiraient également profit. Tout fonctionnait bien jusqu'à ce qu'une des mères, une jeune femme qui avait été trompée pour qu'elle donne son bébé, revienne au village. Elle avait cherché son enfant pendant des mois et lorsqu'elle avait enfin localisé l'endroit où elle avait accouché, elle avait supplié pour qu'on lui rende son bébé. Elle était prête à rendre l'argent qu'on lui avait donné. Au début, ils ont essayé de la dissuader, mais son insistance a déclenché quelque chose que personne n'avait prévu. Une enquête. D'après la voisine, lorsque les autorités ont commencé à poser des questions, beaucoup de gens dans le village ont paniqué. Ceux qui étaient impliqués ont tout fait pour étouffer l'affaire. Des pots de vin ont été versés, des preuves ont été éliminées, et les personnes les plus impliquées, comme mon grand-père, ont réussi à détourner l'attention des enquêteurs. Cependant, le réseau n'a pas été complètement démantelé. Il s'est simplement déplacé ailleurs, dans un autre village qui n'était pas sous le radar des autorités. Pendant que la voisine parlait, mon esprit n'arrêtait pas de tourner en boucle. Comment était-il possible que mon grand-père, l'homme qui m'avait appris à pêcher, qui me racontait des histoires de sa jeunesse, ait pu être impliqué dans quelque chose d'aussi monstrueux? Tout ce qu'il m'avait raconté sur sa vie dans l'armée, sur la fierté qu'il ressentait d'avoir servi son pays, s'écroulait. « Il n'en a jamais parlé, n'est-ce pas ?» a demandé la voisine, comme si elle lisait dans mes pensées. J'ai secoué la tête. Mon grand-père n'avait jamais mentionné quelque chose d'aussi proche. Pour moi, il avait toujours été un homme simple, tranquille, quelqu'un qui s'était retiré dans ce petit village pour vivre le reste de ses jours en paix. Il ne l'a pas fait parce que, dans son esprit, il te protégeait, a poursuivi la voisine. Pour lui, ce qu'il a fait n'était qu'une partie de son travail, quelque chose qu'il devait faire pour survivre, et peut-être que, dans sa manière déformée de voir le monde, il pensait qu'il aidait ses femmes et ses bébés. Je ne pouvais plus supporter d'entendre davantage. Je me suis levé de la chaise, mon cœur battait fort. J'avais l'impression que l'air dans la petite maison devenait dense, étouffant. J'ai remercié la voisine, et je suis sorti précipitamment, sans savoir quoi penser ni comment me sentir. De retour dans la maison de mon grand-père, je me suis assis dans le salon, entouré des quelques affaires qu'il avait laissées. L'horloge sur le mur continuait de marquer le temps avec son tic-tac monotone, mais maintenant, tout semblait différent. Je ne pouvais plus regarder cette maison de la même manière. Tout ce que j'avais aimé dans cet endroit, tout ce que cela représentait pour mon enfance, s'était transformé en une ombre de ce que j'avais pensé que c'était. J'ai passé le reste de l'après-midi à fouiller dans d'anciens documents et lettres que mon grand-père avait gardés dans un coffre dans sa chambre. J'ai trouvé des photos de lui dans sa jeunesse, avec d'autres hommes, tous en uniforme militaire. Mais parmi ces photos, il y avait une lettre qui a attiré mon attention. Elle était signée par quelqu'un qui se contentait de signer R. La lettre parlait de l'affaire et des expéditions qui avaient été réalisées sans problème. La date de la lettre remontait à de nombreuses années, probablement avant ma naissance. J'ai ressenti un mélange de colère et de tristesse en la lisant. Cela confirmait ce que la voisine m'avait raconté. Mon grand-père n'avait pas seulement été impliqué, il avait été une pièce maîtresse dans toute cette affaire. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Les mots de la voisine résonnèrent dans ma tête, et l'image de mon grand-père, l'homme qui avait été mon héros quand j'étais enfant, s'était transformé en quelque chose que je ne pouvais à peine reconnaître. Le village, que j'avais autrefois vu comme un refuge paisible, me semblait maintenant être un endroit sombre, rempli de secrets et de mensonges. Le lendemain, j'ai emballé les quelques affaires restantes et j'ai quitté le village. Je n'ai plus jamais parlé à la voisine, ni à personne d'autre dans ce lieu. Ma famille n'a jamais su toute la vérité. Je n'ai pas eu le courage de leur dire ce que j'avais découvert. Peut-être que, au fond de moi, je voulais encore protéger la mémoire de mon grand-père, même si cette mémoire était désormais irrémédiablement ternie.